Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Retrouvez-nous sur jinkyo.com et échangeons sur Facebook et Twitter. Vous savez, c'est toujours pareil. Quand on monte quelque chose qui est sur le digital et basé sur des communautés, la qualité amène la qualité. C'est-à-dire qu'il faut démarrer les choses un peu sous le radar, vous créez une qualité, et quand les gens arrivent sur quelque chose de qualité, ils amènent de la qualité. Donc c'est très très vertueux. Salut à toutes et salut à tous, salut Élise. Salut Jean-Baptiste. Avec nous aujourd'hui en studio, une personne connue sous l'alias PPC. Bonjour PPC. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Élise. Tu as un vrai nom et tu as un vrai métier aussi qui est d'être chef évangéliste dans une banque. Oui. Mais c'est pas du tout pour ça que tu es là. On n'est pas du tout venu pour parler de banque. Nous avons eu envie, Élise et moi, d'échanger avec toi parce que tu animes un des très 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 rares podcasts live et en plus tourné dans la rue. Ça s'appelle le Digital pour tous ou Bonjour PPC. Bref, je sais pas s'il y a un nom. Enfin, a priori, c'est plutôt Digital pour tous que tu animes via ton compte Twitter et c'est tous les matins à 7h30 sur ton chemin du travail. Donc, c'est une vraie performance et en fait, c'est vrai que tu enregistres dans la rue avec ton téléphone et avec un talent d'animateur consommé, d'animateur de radio, je trouve, et aussi d'animateur de communauté. Bref, le mieux, c'est d'y jeter une oreille. Les deepfakes aujourd'hui dans ce sujet du digital pour tous. On va parler, ce sera l'épisode numéro 270 et vous allez le voir, on va ne plus pouvoir faire confiance à ce que l'on voit. Eh oui, on va en parler tous ensemble. Les deepfakes, vous connaissez, il s'agit de vidéos truquées qui, en utilisant l'intelligence artificielle, permettent d'intégrer dans un film ou une vidéo un personnage et de le montrer en train de dire ou de faire quelque chose qu'il n'a jamais dit ou quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ouais, ce personnage peut être une série. Alors on entendait un tout petit peu les bruits de la rue, pas trop dans celui-là. Est-ce que PPC, tu peux nous dire comment est née cette idée d'un podcast live quotidien? Ouais, avec grand plaisir. Le podcast à la radio, moi j'adore la radio depuis des années. J'ai découvert une fonction fabuleuse sur Twitter. C'était en juillet 2017. Ou 18, non, il y a un an. 2018, il y a un an. 2018, j'en perds un peu les trucs parce que j'ai fait un premier podcast, c'est avec du live conversationnel qui s'appelle Talent, qui est sorti en 2017. En 2018, je découvre cette fonctionnalité dans Twitter qui permet sur un simple tweet, de lancer de l'audio. Et sur ce simple tweet, d'avoir les commentaires des personnes qui vous écoutent. Fabuleux. Donc j'ai décidé il y a un an, c'est en septembre 2018, de lancer Bonjour PPC. Bonjour PPC, c'est sur mon compte PPC chaque matin, 7h35, on est en direct avec les personnes qui viennent. Donc aujourd'hui, il y a entre 200 et 300 personnes chaque jour qui interviennent sur un sujet qui vise à donner les clés pour mieux comprendre ce qui se passe avec le digital. J'ai un peu pivoté, ça s'appelle maintenant le Digital pour tous. Ça, c'est disponible sur les plateformes de replay. Le live reste sur PPC, sur Twitter, Bonjour PPC. Voilà. Donc en fait, il y a deux parties. On va recommencer à muter parce que en un an, forcément, je fais ça tous les jours. C'est dans la rue, c'est entre mon domicile et mon lieu de travail. C'est en direct. J'ai 2 micros. Je suis en pleine rue. J'essaie d'éviter les trottinettes, de pas me prendre une voiture, de suivre le sujet, de lire les conversations des personnes qui sont en direct sur Twitter, qui me donnent les commentaires sur le thème, ce qu'ils en pensent, leur point de vue, leurs exemples. Et en parallèle, il y a un conducteur qui a été préparé avec une super rédaction qui vient de Twitter et en fait, qui m'aide tous les jours à préparer un peu la ligne et la colonne vertébrale de ce podcast. Donc concrètement, tu es dans la rue, tu as 2 téléphones, un dans chaque main, ouais. Un micro, c'est-à-dire un casque sur tes oreilles. Non, le casque, j'ai arrêté parce qu'il faut que j'entende les trottinettes qui arrivent, il faut que j'entende les vélos. On les entend pas, celles-là, justement. Donc il faut avoir vraiment une oreille très très forte. Donc en fait, j'ai 2 micros cravates. D'accord. Un relié à chaque smartphone. Donc j'ai 2 iPhones dans la main. J'ai un smartphone qui est sur Twitter et qui lance le tweet du jour et qui voit les commentaires. Et un deuxième smartphone qui me permet de faire un enregistrement qui lui va partir sur les plateformes de replay. Donc en fait, dans ce même podcast, il y a 3 trucs qui se passent en même temps. Il y a un live conversationnel, interactif, collaboratif avec les personnes qui sont présentes. L'enregistrement
d'une capsule qui va partir dans les minutes qui suivent sur les plateformes de balado-diffusion. Ça, tu utilises quelle appli ? Alors j'utilise Encore. Ouais. J'utilise Encore qui pousse ensuite le Encore est poussé ensuite sur une autre plateforme qui s'appelle Ocha. Et donc ça réplique automatiquement et on se retrouve vers 8h05 sur toutes les plateformes de podcast traditionnelles. Ça c'est ça. Et en parallèle, parce que ça serait pas drôle sinon, il y a un article de blog qui part en même temps et qui encapsule l'épisode du jour qui a été enregistré en replay. Donc à 8h07, c'est fini, j'ai ma journée pour travailler. Et alors, le post de blog, tu l'as fait quand ? Alors le post de blog, il s'est monté avec la communauté. C'est un truc assez incroyable, c'est-à-dire qu'au 200e épisode, on était début juillet, j'ai posé la question à la communauté en direct en disant 200 épisodes, qu'est-ce qu'on fait ? Et je pose cette question-là, et puis on dit, on continue, on arrête. C'est un peu le stop ou encore qu'on a tous bien connu à la radio. Ils m'ont dit, il faut continuer. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change ? Et c'est chaque matin, d'ailleurs, on cherche à améliorer, à changer les choses. Ils m'ont dit, ça serait bien, parce qu'on ne trouve plus tes épisodes, il y en a trop. On ne les trouve pas sur les plateformes de podcast. Le moteur de recherche des plateformes de podcast n'est pas tout à fait fait pour ça. Donc ça serait bien si tu montais un blog. La bonne idée, c'est l'été, super. Il y a des personnes qui sont venues m'apprendre à monter un blog, c'est sur WordPress, à monter un thème et à faire en sorte que dorénavant, chaque épisode est disponible sur le site. Ça devient une gigantesque base de données dans laquelle vous pouvez retrouver tous les épisodes. Et puis comme dans les épisodes, il y a une sorte de curation de contenu, des articles puis qui sont proposés, qui me sont amenés par la communauté. On a décidé de remettre aussi tous ces liens qui permet de gagner beaucoup de temps. C'est vrai qu'il faut préciser que chaque épisode, même sur les plateformes, on quand même a une description qui est assez conséquente, avec plein de liens vers plein de sources. Donc effectivement, sur les plateformes, c'est pas idéal. Souvent, on peut pas cliquer sur les liens, etc. Donc du coup, l'idée du blog était... Ouais, c'était une bonne idée. Et puis c'est une idée de la communauté, donc c'est forcément une bonne idée. Il n'y a pas de retranscription écrite du podcast ? Non, il y a une intro, un thème. Là, ce qui est très sympathique dans cette saison 2, grâce au blog, c'est qu'il y a des personnes qui, sur le thème du lendemain, m'envoient et me proposent une introduction. Et donc, le publient aussi sur le blog. C'est-à-dire que ça devient aussi leur article qui permet d'avoir une intro. C'est sympa. Puis j'ai une super rédaction qui s'est montée autour de moi. Ça, on en parlera juste après. De la rédaction, d'accord. Voilà. Okay. Est-ce que tu as dû te former pour faire ça ? Est-ce que tu savais parler dans un micro ? Est-ce que tu savais utiliser ces applications Ocha, Encore, dont tu parlais ? Comment tu t'es formé ? Déjà sur le micro, je crois que tu avais un peu d'expérience de micro. Ouais, j'ai fait un petit peu de radio il y a très longtemps, mais c'est du temps des radios libres, donc... T'as gardé un petit côté quand même gouailleur de la radio libre, je trouve, qui est fort sympathique. C'est sympa, ouais. non, mais c'est vrai, il y a plus de chaleur qu'un journaliste qui est à la radio. Mais je ne suis pas journaliste, hein, je le précise, c'est un vrai métier journaliste, donc je respecte énormément les journalistes. Donc moi je me suis formé sur le tas, en découvrant ces outils. C'est un peu une suite logique, c'est-à-dire que j'ai démarré ma vie numérique sous le pseudo PPC, a démarré en 2005. J'ai raté la première vague Internet, je me suis emparé de la deuxième vague, ce qu'on appelle le Web 2.0. J'ai démarré en commençant à faire un blog le matin, c'était entre 6h et 7h le matin. En dehors des horaires de travail, mais parce que ça me passionnait de comprendre ça. Et puis ensuite, j'ai lancé une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Les Vidéos du Succès avec mon ami Henri Kaufmann. Donc on a dépassé les 15 millions de spectateurs sur ces vidéos qui sortaient une fois par semaine et qui visent à donner des clés pour mieux comprendre des choses de la vie en 7 points, moins de 7 minutes. Toujours les clés pour mieux comprendre. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que c'est un côté un peu altruiste. On peut donner des choses, c'est intéressant. Et puis sont arrivés 2 types d'applications. Une application qui s'appelle Meerkat, qui n'existe plus maintenant, mais qui permettait de faire des vidéos en temps réel et d'avoir les commentaires des spectateurs à l'intérieur. Ensuite est arrivé Periscope. Et là, j'ai eu un déclic. C'est un peu la continuité de ce que j'ai pu faire sur les blogs où j'attendais, quand on publie un blog, on attend souvent les commentaires, ça amène de l'interaction et de la richesse. Il faut souvent attendre longtemps au début. Sur YouTube, c'est pareil. Et là, tout d'un coup, il se passe un phénomène incroyable. C'est que là où on émettait des choses avant avec un média et vers des spectateurs ou des auditeurs, tout d'un coup, le spectateur et l'auditeur deviennent partie prenante du contenu, peuvent commenter en temps réel. Quand vous filmez, peuvent vous dire, vous pouvez mettre la caméra un peu plus à gauche, on ne voit pas bien, ou un peu plus à droite, ou la question que vous posez à cette personne, on n'a pas bien compris la réponse, est-ce que vous pouvez préciser, ou voilà la question que j'aimerais poser à cette personne. Et là, c'est pas 1, 2, 3 personnes, c'est 200, 300 personnes qui posent des questions, qui sont interactives, donc ça vous a un rythme incroyable.
De se dire qu'est-ce que je vais sélectionner comme question pour créer mon contenu. Une fois qu'on tire ça, on se dit ça change tout en fait. C'est de se dire comment on fait en sorte pour que l'audience soit partie prenante du contenu. Comment on gère ça? Et ça, il n'y a pas d'école pour ça. Il faut se former sur le tas. Est-ce que tu as dit qu'il y avait 200-300 personnes qui écoutaient tous les jours? Est-ce qu'il y a des épisodes qui fonctionnent mieux que d'autres? Est-ce que tu arrives à toucher un nouveau public? Est-ce que tu analyses un petit peu tes audiences? Oui, alors moi je le fais pas pour l'audience en fait. C'est-à-dire que l'audience, on parle de quoi? Je dois faire 50 000 écoutes par mois. C'est rien par rapport à une radio qui fait ça, qui fait 1 million, juste en temps réel quasiment. Moi mon sujet c'est pas ça, c'est pas l'audience, c'est la qualité de ce que l'on peut faire par l'interaction, par le contenu. C'est ça le vrai sujet. Donc tous les jours j'ai une grande salle, peut-être un amphi, on pourrait dire de 200 à 300 personnes qui se remplit, avec des gens qui rentrent, des gens qui restent, des gens qui s'en vont, des gens qui reviennent. Ça bouge un petit peu. Ce qui est très sympa, c'est que on a des personnes qui viennent de la France entière, voire du monde entier. J'ai même des amis québécois qui se lèvent très très tôt le matin, enfin qui dorment pas, qui sont en pleine nuit pour eux encore, et qui viennent interagir. Ça vient de tous les milieux en fait, et c'est cette richesse là que je voulais, puisque le digital pour tous, c'est fait que ça soit vraiment pour chacun aussi. Et donc il n'y a pas de notion de CSP ou autre. Au contraire, il ne faut pas de barrière à l'entrée. Et le sujet, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'interaction avec les différentes personnes. Tu nous fais une vidéo spéciale PPC. Je ne danserai pas, Shadia. Merci beaucoup. Alors, on parle un petit peu de c'est Massio qui nous a trouvé des tonnes d'articles. Il est toujours prolixe, bravo. C'est notre veille internationale. D'ailleurs, il nous a trouvé un article sur le business model de TikTok. Voilà, ça s'appelle The Rise of Creative Social Media Powered by AI. Ouh là là, la croissance d'un réseau social qui est nourri à l'intelligence. Donc là, on l'entend bien. Dans chaque épisode, tu interagis, tu parles de ta communauté, tu signales les tweets qu'elle t'envoie, les références qu'on t'a données, etc. Comment tu fais pour élaborer les sujets? Tu disais tout à l'heure, c'est vraiment né avec la communauté. Comment ça marche? Alors, ce qui est très quel sujet vous abordez? Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand j'ai démarré cette approche, au début, je suis parti sur des thèmes que je connaissais. Donc, c'était facile. Bon, c'était déjà facile, mais c'était déjà compliqué parce que je partais avec mon premier micro. J'avais qu'un seul smartphone à l'époque. J'étais dans la rue et je me suis dit, je vais lancer cette interaction audio sur mon chemin du travail puisque c'est le seul moment où j'ai ce temps tous les matins. C'est le seul moment où je peux tenir cette régularité. J'ai fait un sujet et j'ai une amie qui très gentiment m'a dit « Ton truc c'est sympa, mais au bout d'une vingtaine d'épisodes, tu risques d'être sec sur les sujets, c'est-à-dire que tu vas passer dans les trucs où d'abord tu vas te poser la question de quoi on parle demain. » Et elle a eu raison et je me suis dit « Mais c'est super, c'est ce qu'on aurait pu prendre comme une critique. En fait, c'est un vrai cadeau qu'elle m'a fait. » Je me suis dit « Mais oui, t'es pas un surhomme, à un moment donné, tu vas être sec sur les sujets. » Et donc, parce que c'était quoi tes tout premiers sujets? J'ai fait des sujets sur des sujets digitaux que je connais, dont je suis à l'aise avec. Donc c'était assez facile de faire de la conversation, de l'échange et de partager en fait une petite partie de mon savoir. Et je me suis dit, mais elle vient de me donner un énorme cadeau, c'est-à-dire que ça va m'enlever une charge mentale. Je vais demander à la communauté de me proposer le sujet du lendemain. Pas mal. Alors, et puis bon, il y en a eu plusieurs qui ont proposé des sujets, donc je leur ai demandé de voter parce qu'à un moment donné, il faut faire les sélections. Et je suis pas tellement tendance dictateur, donc c'est pas le but. Et ça c'est sympa. Et donc effectivement, ça m'a enlevé la charge mentale de me dire, je ne sais pas, j'ai pas à chercher le sujet de demain puisqu'il m'est proposé. L'autre problème que ça vous amène tout de suite après, c'est que vous n'avez plus que 23h30 pour préparer le sujet du lendemain. Voilà. Ça c'est le premier sujet. Donc bien que ce matin j'écoutais, visiblement t'essayes d'anticiper un petit peu. Tu dis on a déjà un truc pour mercredi. On pivote un petit peu, ça c'est histoire de garder le rythme et de trouver peut-être plus de profondeur aussi. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment chemin faisant ce podcast. On apprend, on teste des choses. Donc le sujet du lendemain ça fonctionne. Et à un moment donné vous dites il y a un sujet là qu'ils m'ont proposé pour demain. Personnellement, je n'y connais rien. Et là vous faites, on fait comment quoi? D'abord, j'étais pas sûr que le sujet... Enfin, je me suis même demandé s'il y a un sujet qu'on m'avait proposé, je ne sais plus lequel, mais est-ce que c'était pas une blague? Est-ce que c'était pas une infox? Est-ce que c'était pas quelqu'un qui m'avait envoyé sur un thème qui n'existe pas? Mais est-ce que de manière un peu forte, enfin, je sais pas, est-ce que quelque part, il y a un mot d'ordre, une ligne éditoriale, parce que comme tu dis, vous allez chercher vraiment à la marge, mais en même temps, il y a forcément une cohérence. Oui, alors la ligne, en fait, c'est de se dire, on travaille pour
permettre de lutter contre un fléau qui s'appelle l'électronisme, et donc de faire en sorte que le digital soit vraiment pour tous. Alors l'électronisme, ça concerne, on estime environ 23% de la population en France, donc on en a forcément autour d'entre nous. On est tous un peu en phase avec de l'électronisme. Il y a des sujets sur le digital où on est plus à l'aise que d'autres. J'ai d'ailleurs dit moi-même, quand j'ai dit je ne connais pas le sujet qu'on me propose, fait preuve d'électronisme. Et c'était fabuleux parce que j'ai immédiatement eu un retour en direct de personnes qui m'ont dit « Ah, mais si toi tu sais pas, donc on a aussi le droit de ne pas savoir. Oui. » Et ça, c'est quel beau cadeau quand quelqu'un vous dit « on a aussi le droit de ne pas le savoir. » Ça, c'est formidable. Il y a eu d'autres cas où j'utilise peut-être certains termes qui sont peut-être un petit peu des acronymes, des barbarismes, des langages de novlangue, où j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit « Hey, stop, on comprend plus rien. » Et là, vous vous dites « Mais quel cadeau !» Quel cadeau, alors qu'on aurait pu dire mais pourquoi si elle ne comprend pas on s'arrête. Non, au contraire, c'est le retour, c'est fabuleux, quel cadeau, on va essayer de donner des clés pour être plus compréhensible. Et à l'inverse, il y a des sujets que tu as été obligé d'écarter en disant non là vraiment c'est pas notre enjeu. Moi ce que j'ai mis au départ c'est de se dire les sujets, on va aller sur des sujets qui sont forcément dans un peu le don et on tend la main à ceux qui sont un peu paumés par le digital. Tous les sujets politiques on les évite, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On est dans la construction. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette communauté qui s'est montée au fil du temps est hyper bienveillante et hyper positive, crée de la valeur. On n'a pas de troll. On n'a pas de troll. Ça, c'est un bon enseignement, effectivement, c'est pour canon. Tous les médias et qui cherchent à créer de la communauté, et notamment sur Twitter. Toi, tu n'as pas de troll. J'en ai pas. On en a de temps en temps qui peuvent venir, mais... Tu expliques ça comment ? Parce que ils se disent il y a du monde, on va essayer de voir si on peut faire un peu déranger un peu la chambre d'enfants. Mais en fait la communauté les régule. Et puis vous savez c'est toujours pareil quand on monte quelque chose qui est sur le digital et basé sur des communautés, la qualité amène la qualité. C'est-à-dire que il faut démarrer les choses un peu sous le radar. Vous créez une qualité et quand les gens arrivent sur quelque chose de qualité, ils amènent de la qualité. Donc c'est très très vertueux. Et alors sur un sujet, voilà, maintenant pour qu'on comprenne exactement comment s'élabore un sujet, prenons le sujet de demain et tu vas nous raconter déjà où tu en es. Donc aujourd'hui, là, il est 10h47, donc c'est-à-dire que ton dernier tournage s'est terminé il y a un peu moins de 3 heures. Où est-ce que tu en es et qu'est-ce qui reste à faire dans les 20 heures qui restent ? Alors, il reste tout à faire. C'est ça qui est fabuleux et je ne m'inquiète absolument pas. J'attaquerai ça vers 21h ce soir. Ce qui est très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a démarré... Là, vous avez un sujet. On a le sujet. C'est quoi ? Super. Le sujet de tête, tu vois, j'ai même oublié... C'était un truc sur les communautés, là, oui, justement. C'est le management des communautés. Le management des communautés. Alors là, je crois qu'on a perdu Élise. Alors, pour ceux qui nous écoutent, alors autant PPC, lui, enregistre dans la rue. Nous, on enregistre avec une Élise qui est un petit peu en difficulté avec sa toux. C'est ça. Donc il n'y aura plus d'épisodes pendant moins 3 semaines suite à cette rencontre avec Élise. Non, le sujet sera sur effectivement le management des communautés. Alors déjà c'est un angle très intéressant, c'est-à-dire que ce qu'a proposé la communauté, c'est on ne le prend pas sur l'angle du community management, qui pourrait être un peu restreint aux réseaux sociaux, mais sur le management de communauté. Donc tout d'un coup, ça nous ouvre un spectre qui est beaucoup plus large que la simple logique de community manager au sens classique du terme. Le tweet d'avant-émission, parce que là aussi, saison 2, on a des nouveautés. Il y a un tweet d'avant-émission. C'est-à-dire qu'on a tweeté vers 8h07 ou 8h06 un petit tweet qui engage déjà la conversation avant l'épisode du lendemain. Ça permet déjà d'avoir une information sur... On perd Élise. Ça permet déjà d'avoir une information. Je ne sais pas s'il va monter ou si vous prenez tout. Normalement, on va garder tout ça. On va garder tout avec des vrais morceaux d'Élise à l'intérieur. Exactement. C'est magnifique. Et donc, ce qui permet effectivement ce tweet d'avant-émission, d'abord d'annoncer qu'il y a une émission le lendemain, qui était un sujet, moi, qui aurait pu me prendre du temps. C'est-à-dire que c'était compliqué de faire, demain, on va parler de ça, etc. Là, il y a le tweet. Le tweet, c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'il y a déjà des personnes qui sont en train déjà de le commenter, d'amener leur point de vue, d'amener leur angle, d'engager la conversation. Donc on a un préchauffage. Donc toi, tu as déjà de la matière dans les commentaires du tweet. Ça fait déjà de la matière, ça fait déjà, ça fait connaître aussi l'épisode de demain, ça va donner des angles, ça va permettre, alors
je parlais un petit peu de cette Redacroom qui s'est mise. Oui, c'est ça, c'est que tu as un petit groupe, un petit peu noyau. Il y a un noyau qui était là depuis le début et qui effectivement m'a aidé, notamment quand des thèmes je ne connaissais pas, à angler un petit peu le sujet, à trouver des thématiques, à amener leur point de vue, leurs expériences, C'est qui ces personnes? C'est des experts? C'est des tweetos que j'ai sélectionnés. Ce sont des gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer IRL ou sur Internet. In real life. Ils viennent de partout. Il y en a qui sont agents immobiliers dans le sud, il y en a une qui est cuisinière, d'autres sont vraiment des informaticiens chevronnés, on a des directeurs marketing, on a des CDO, on a plein de gens, il y a des journalistes aussi, il y a des chercheurs, c'est très varié. On est une vingtaine à peu près. Il y en a chaque jour une petite dizaine qui est active sur le thème du jour. D'autres ne disent rien parce que le thème ne leur parle pas ou auront autre chose à faire. Et ça permet de donner, je dirais, un angle. Donc ça, c'est les bienveillants qui sont autour. On a monté des outils, on parlait des outils tout à l'heure. On a commencé d'abord à converser en message privé sur Twitter. Puis après, on s'est rendu compte que il y avait un peu trop de conversations parce que tout le monde s'emballait beaucoup sur plein de sujets, donc on a monté un Trello. Ça permet de ranger en fait les différents sujets. Et puis là, on vient de pivoter sur un Slack. Voilà, donc en fait, on teste aussi des outils parce qu'il y a plein de conversations, parce qu'il y a plein de thématiques, parce qu'il y a plein de sujets, parce que les personnes ont aussi envie de se rencontrer, avec ou sans moi d'ailleurs, et c'est ça qui est merveilleux. Certains font du business ensemble, certains s'allient parce qu'il y a des freelances aussi. Enfin bref, c'est une belle aventure. All right, looks like we're ready to go. I'll have to keep an eye on this GarageBand thing because I don't know why I did that before. Yeah, that's worrying. All right, here we go. Thanks for being patient. Here we go in 3, 2, 1. We have the new iPhone 11, so we'll talk about our experiences and impressions. Alors là, on entend un extrait d'autres personnes de l'autre côté de l'Atlantique qui font la même chose que toi. C'est pas facile d'en trouver. Donc là, c'était Macworld qui parle du nouvel iPhone 11. On entend le début parce qu'ils sont déjà en train de se filmer, ils sont déjà en direct sur Twitter. Et puis à un moment, paf, commence l'enregistrement de ce qui sera leur podcast. Donc c'est vraiment comme ce que tu fais. Et puis d'ailleurs, pendant l'émission, ils ont un ordinateur allumé à côté, on le voit. Oui, la seule petite différence du coup, c'est qu'ils sont en studio avec de la vidéo et voilà. Mais pareil, ils répondent aux tweetos qui les interpellent. Est-ce que tu connais beaucoup d'autres exemples qui font comme toi? Moi, j'en ai vu pas mal parce que j'ai démarré en 2016. Ouais, je sais pas, 16 ou 17, je sais jamais avec les années. Une émission tous les samedis midi en direct sur Periscope. Voilà, on est à 3 pays, la France, le Québec, et on est en direct en vidéo, et puis la Suisse ou encore un autre français. On est en direct en vidéo et on interagit avec la communauté. On parle de tech. Donc en fait, je connais bien ce principe-là. Ça a démarré avec Periscope. C'est formidable de voir que des gens comme Macworld s'y mettent. On a plein de boîtes qui s'y mettent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu aussi une variation. C'est-à-dire que des gens comme Macworld, au départ, ne faisaient que de la diffusion vidéo sur ces vecteurs-là, qui sont des vecteurs où il y a une énergie sociale qui fait que ça donne de la visibilité. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils viennent prendre les commentaires. Et ça, on le voit pas encore beaucoup de la part des marques ou de la part des médias. C'est-à-dire que les médias utilisent beaucoup, on voit beaucoup de radios, beaucoup de télé qui font du direct, mais ils ne s'en servent juste comme d'un canal supplémentaire. Jamais ils vont aller chercher l'interaction avec leur audience, la conversation avec leur audience. Parce qu'on pourrait dire quand même, d'une certaine manière, si on veut, que tu réinventes la radio, tu réinventes l'antenne libre. Justement, quand tu prends les commentaires, enfin, ça existe comme à la radio, que les gens rappellent et puis donnent leur avis ou posent leurs questions. Alors, quelle est la différence ? La différence, c'est que il n'y a pas de. Alors, moi, je suis seul, hein, donc j'ai juste mes petits moyens. Ah oui, voilà, donc il n'y a pas une équipe, etc. C'est qu'on va prendre beaucoup plus de personnes. C'est pas 3-4 personnes qu'on va prendre en audio. On pense à des émissions très célèbres qui marchent très bien. Là, c'est beaucoup plus de monde. Et surtout, c'est que le contenu est travaillé avec l'auditoire. Donc par exemple, si on prenait l'interview du matin d'une grande radio qui en général fait appel à des auditeurs, comment ça pourrait être un peu différent avec ce que toi tu expérimentes ? Alors moi par exemple, mon rêve, mais c'est vrai que souvent les spécialistes de la radio nous disent non, c'est priorité à l'antenne et on verra après pour jouer avec les réseaux sociaux. Moi j'aurais envie d'inverser les choses. C'est-à-dire que l'invité de 8h20, qui est un politique, un chef d'entreprise, etc.,
qui va être un peu mis sur le grill par l'anchorman du moment, connaît tous ces éléments de langage. Et donc, il va sortir tous ces éléments de langage, il est prêt, il est affûté comme une arbalète et il va taper tous ces trucs et ça sera fait. Si on inverse le sujet, si on se dit, OK, cette conversation-là, qui aura eu 8h20, on l'a fait à 8h moins 10 sur les réseaux sociaux avec des vraies personnes, avec des Français, avec des gens qui viennent d'univers différents et on va aller le cuisiner un peu sur le sujet. Vous allez voir que ces éléments de langage, ils vont faire 3 minutes et après on va commencer à attaquer les vraies choses. Mais c'est pas à vous, journalistes, que je l'apprends. Si on remonte sur les pourquoi plusieurs fois, on commence à savoir à peu près, on se rapproche un peu plus d'une certaine vérité. Donc ça serait intéressant, moi je trouve, d'inverser la donne, de dire on va faire la capsule réseaux sociaux, on va un peu le cuisiner le garçon et après on fera l'antenne. Et là vous allez voir, on va avoir des vrais morceaux de vraie vie. Et je crois que tu travailles un petit peu sur la suite et notamment ce qui pourrait exister comme événement physique. Tu as lancé une cagnotte sur Ulule, sur Digital pour tous. Quelle est l'intention et quels sont, pour ces événements et le reste, les prolongations aujourd'hui de ce podcast live? Alors, moi, il y a plein de prolongations, en fait. Quand je parlais du 200e épisode où j'ai posé à la communauté et après, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont parlé du blog, mais ils m'ont dit, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Et donc, toute l'idée là de ce sujet, de se dire, on va monter des événements. Alors, il y a une cagnotte, mais la cagnotte, on va dire que c'est plutôt un véhicule. Mais on peut faire des choses sans cagnotte aussi. Ça va être de se dire, on va se voir en vraie vie. C'est-à-dire qu'on a démarré par les réseaux sociaux et on le sait toujours avec le digital, mais on l'a toujours appris. C'est finalement rien de mieux pour créer des relations en face à face. La preuve, on se rencontre, on ne se connaissait pas, vous m'avez découvert par Internet et finalement, on se voit en vraie vie. Donc l'intention de ces événements, c'est de pouvoir peut-être plus facilement donner les clés pour comprendre les choses, déjà prendre beaucoup de plaisir à se rencontrer, et puis on s'aperçoit que chacun d'entre nous connaît des choses sur le digital, sur tel ou tel sujet, un peu plus de pratique, un peu plus d'expertise, et c'est cette petite partie qu'on peut peut-être partager avec d'autres et se voir en face à face, ça va donner aussi des clés pour aller plus loin. Donc c'est le monde réel qui serait un petit peu aujourd'hui la prolongation. Je crois que tu as un ou deux autres projets de podcast. Est-ce que c'est dans la lignée de Digital pour tous ou est-ce que c'est vraiment des projets qui n'ont rien à voir? Ce sont des projets qui n'ont rien à voir. Je pense que, si, ça a à voir et sans rien à voir. Ça a à voir parce que j'ai repris du plaisir à faire de l'audio. Donc ça, c'est sympa. Et puis l'audio, c'est très exigeant. C'est-à-dire que ça vous oblige à vraiment vous concentrer sur ce que l'on va faire. Il n'y a aucune béquille visuelle. Ça, c'est très très fort, en fait. Toutes les personnes qui, vous le savez, et tous ceux qui font de la radio le savent, c'est beaucoup. On peut pas tricher. La voix ne triche pas. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc ça m'a donné l'envie de sortir 2 nouveaux podcasts. Le prochain s'appelle donc l'influence digitale. L'influence digitale, donc ça va être des interviews d'influenceurs. Je suis parti d'un problème, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'est l'influence. On a une espèce d'une incompréhension entre les influenceurs d'un côté, les agences de communication de l'autre, les directeurs marketing. Chacun y met un petit fantasme. Donc là, l'idée, c'est de donner finalement des regards croisés qui vont permettre de mieux comprendre l'influence. Et puis le petit dernier, vous l'avez un peu en exclusivité, il sera avec Jérôme Bonaldi. Ça s'appelle Pour de vrai et on va interviewer des gens qui s'occupent du digital, mais on va leur demander de nous parler pour de vrai, de nous raconter les dessous, des coulisses, ce qui se passe pour de vrai, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui est compliqué, quels sont les endroits où, par des jeux d'acteurs, ils ont vécu des difficultés, comment ils trouvent des solutions. Et puis on le fait avec Jérôme en toute amitié, parce qu'on se connaît bien, lui et moi, pour donner un peu de souffle à ça. Et puis ce podcast-là, il va servir de mise en avant d'un événement qu'on anime avec Jérôme en février à la Clusa, qui s'appelle les Sommets du Digital. C'est un événement qui existe depuis 5 ans, que j'ai le plaisir d'animer et de co-animer d'abord avec David Ebiker et maintenant avec Jérôme Bonaldi. Donc c'est une belle rencontre et on va essayer de donner cette ambiance-là de avant sommet en podcast. Eh ben merci beaucoup PPC d'être venu jusqu'à nous, en vrai. Merci de votre invitation. Et à très bientôt sur Twitter. Merci Elise. Je vous en prie, j'étais très présente la semaine prochaine. Avec une vraie voix qui ne ment pas, bien éraillée. Exactement, comme disait l'audio, il n'y a que ça de vrai. À bientôt. Merci. À partir
Aparté est un podcast produit par Jinkyo. Il est animé par Élise Colette. et Jean-Baptiste Diebold. Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon. La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune. Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble et la musique composée par Boris Leble. Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram en 2 mots, comme en latin, A, plus loin, Parté. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone, Aparté podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires. Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter. Elisco, ELIZCO. XJBDX. Merci pour votre fidélité.